Bonjour, je suis Delphine Simonet, fondatrice du réseau DSR. Bonjour, je suis Yann Jarot. Et vous écoutez le podcast Les Petits Liens. Que nos invités soient artistes, entrepreneuses, sportifs, capitaines d'industrie ou scientifiques, ils ont tous des valeurs communes. Altruisme, générosité et aventure de vie sont leur quotidien. Au travers des liens qu'ils ont tissés, vous allez découvrir la trame de leur vie. Aujourd'hui, nous recevons Xavier Duringer. Sa passion pour l'écriture a fait de lui un dramaturge, sa passion pour le théâtre un metteur en scène. Il est entré dans l'histoire du cinéma avec le premier film sur l'accession au pouvoir d'un président en exercice, La Conquête, présenté en sélection officielle, hors compétition, au Festival de Cannes et sort prochainement L'Homme Parfait avec Didier Bourdon. Bonjour Xavier. Bonjour. Je te présente Yann. Enchanté. Bonjour. Où es-tu né? Où as-tu grandi? Je suis né à Paris dans le 10e. J'ai grandi en banlieue parisienne, à Montigny-les-Cormeilles. Montigny-les-Cormeilles est connu parce que le maire de Montigny a été Robert Rue, qui était le numéro 1 du Parti communiste français pendant longtemps. Voilà, donc j'ai grandi en banlieue. Comment est née ta passion pour le théâtre? Ah, ma passion pour le théâtre. J'ai l'impression que j'ai commencé à faire du théâtre un petit peu au lycée. J'étais au lycée d'Argenteuil, à l'endroit même où Sarko a dit il faudrait nettoyer tout ça au Karcher. Donc j'étais vraiment au lycée Oval d'Argenteuil et on a commencé à faire du théâtre. Mais j'avais un prof en 3e qui m'avait fait fait faire des petits films en Super 8. Des petits films pour animer des petits poèmes de Prévert, voilà. Donc il y avait cette chose comme ça autour de l'écriture. À 15 ans, j'écrivais déjà beaucoup. J'ai eu du mal pendant longtemps à développer, j'allais dire, certaines formes de communication. Et c'est vrai que l'écriture était pour moi un moyen de communiquer des plus faciles. En fait, c'était vraiment l'expression où j'étais comme un petit poisson dans l'eau. Il y a un événement particulier, en fait, qui a déclenché après l'envie de créer une compagnie ou En fait, j'avais un père très 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 sportif et qui m'a toujours poussé à faire du sport, vraiment du sport de compétition à un assez haut niveau, et donc il a toujours eu envie que je sois un champion, quelque part. Et à 17 ans, je me blesse au genou, je me blesse à la cheville, et c'est terminé pour moi, en tout cas le sport à haut niveau. Quelle épreuve? Jouer au tennis, au rugby, 100 mètres, athlétisme. D'accord. Voilà, boxe française. Donc voilà, je faisais beaucoup beaucoup de sport, et me blessant, j'étais... Et je me retrouve à 18 ans à m'inscrire à un cours au Centre américain à Paris, un cours de Pierre Spivakov. Cours de théâtre. Un cours de théâtre. À l'époque, le Centre américain était un petit peu à la mode, c'est les cours de Blanche Salan et tout ça. Enfin, il y avait ce courant-là. Et puis, je vais créer ma première compagnie de théâtre assez jeune. Et je vais commencer à faire du théâtre en boîte de nuit. Parce que quand vous avez 18 ans ou 20 ans, c'est très compliqué de pouvoir accéder au théâtre, parce que le théâtre, c'est un endroit quand même, c'est très très cher en location, même en co-réalisation ou en coproduction. Et quand vous êtes un jeune acteur, vous pouvez pas vous payer des théâtres. En tout cas, les théâtres sont difficiles d'accès. Donc, j'avais trouvé une solution, c'est qu'on jouait chez quelqu'un que j'avais rencontré. C'est une boîte de nuit où on allait avec les potes. C'était aux Trois Fontaines à Cergy-Pontoise, un club tenu par Amoudi. Et c'était une boîte de nuit. Et j'ai été voir Amoudi, c'est un Kabyle. Et je lui ai dit, écoute, nous on aimerait faire du théâtre dans ta boîte de nuit, parce que voilà, il y a une plateforme, il y a du son, il y a de la lumière, il y a même des loges, les gens sont là, il y a des petites chaises pour s'asseoir, on pourrait faire du théâtre chez toi. Il m'a dit, mais tu crois, mais c'est pas possible et tout. Mais écoutez, je vais vous prendre à l'essai. Et donc le DJ, une semaine avant, a dit à l'ensemble, au lieu d'arriver à 23h pour faire la fête, si vous venez à 21h, vous pourrez assister à du théâtre.
Et puis on est resté pendant 6 mois, tous les vendredis, les samedis. Et j'écrivais en fait à chaque fois les spectacles toutes les semaines pour le vendredi et le samedi suivant. Et ça a été une expérience extraordinaire parce que ça posait déjà la question pour qui j'écris et quel est mon public. En fait, on s'aperçoit très vite après que dans les grands théâtres, c'est des gens qui ont l'habitude d'aller au théâtre et que moi, ce qui me plaisait aussi, c'était de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas, qui ne l'ont plus, et puis de pouvoir m'adresser à un nouveau public parce que pour moi, le théâtre avait une forme, j'allais dire, très rock'n'roll, presque punk. C'était subversif d'être sur une scène. Nous étions dans les années un peu 50s Youngs, punk, enfin voilà, il y avait et faire du théâtre à cette époque-là, c'était disruptif. Oui, c'était un petit peu, mais ça a été une école extraordinaire. Puis je suis rentré dans une école extraordinaire, le workshop de Robert Cordier. Robert Cordier, je peux dire, a été mon maître du théâtre, comme on rencontre un maestro. Il y a qu'en France on n'appelle pas les gens maîtres, mais si vous allez dans le monde entier, en fait, quand on a un maître et on écoute son maître, et c'est quelqu'un qui était franco-belge, qui avait fait pratiquement toute sa carrière théâtrale et cinématographique aux États-Unis. C'est un des premiers qui a fait Ami des New York Dolls, qui a fait I Am on Fire de Jim Morrison, le premier clip d'Aretha Franklin, qui avait fait un film qui s'appelait Fender l'Indien dans les années 70. Enfin voilà, c'était très ami de Jim Morrison, voilà. Et fervent de l'acteur studio et de toutes les techniques d'acteur. Et là, la première fois que je suis rentré dans son cours, j'ai eu l'impression d'être un peu chez les fous. Et puis j'ai eu la chance de rentrer dans son cours d'art dramatique parce que c'était relativement sélectif. Et puis je suis rentré dans sa compagnie. Et à 21 ans, je jouais une de mes premières pièces en professionnel, c'était Savage Love de Sam Shepard, à Étienne Marcel, au théâtre Marie Stuart. Et ça, c'était subversif. On était à poil sur scène, ça déménageait, c'était rock'n'roll, ça parlait sexe, drogue, rock'n'roll. Enfin, on était au cœur du truc, quoi. Voilà. Et ça a été vraiment cette révélation, en fait, de pouvoir se frotter au texte de Sam Shepard, de tous les auteurs, les jeunes auteurs américains, et de s'apercevoir que le théâtre, en fait, pouvait prendre une forme, j'allais dire, plus directe, qui était très proche, en fait, ou du rock'n'roll ou du rap, mais que que la scène pouvait être un moyen d'expression absolument extraordinaire et très, 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 très fort. Pour Robert, être un acteur, on avait souvent cette image aussi de la rockstar, de la pop star, c'est-à-dire de travailler à la fois notre féminité, notre masculinité, mais aussi notre animalité, notre instinct. Et ça a été une école, j'allais dire à la fois une école de la rue théâtrale absolument extraordinaire. Et puis il m'est arrivé une histoire, ça c'est le début en tant qu'acteur, j'allais dire, c'est presque déjà un petit lien. Je vivais à l'époque avec une femme un peu plus âgée que moi, qui était une ancienne mannequin et qui était tous les matins, j'allais chercher ses boîtes de néocodion. Et c'était une période assez agitée pour moi. J'avais 22-23 ans. Tu peux expliquer aux gens ce qu'est le néocordion? Oui, sinon c'est un peu. Voilà, elle prenait beaucoup de coke, et quand elle avait pas de coke, elle prenait des boîtes entières de néocodion. Et voilà, elle se mettait en l'air dès le matin. C'était pas les petits pains au chocolat, mais c'était le néocodion. Et un jour, je croise par hasard un couple dans le métro qui m'avait vu jouer soit à Cergy-Pontoise à l'Estaminet, chez Amoudi, soit au Marie Stuart, je me rappelle plus. Mais en tout cas, ils me reconnaissent dans le métro et ils me disent, voilà, t'as pas écrit une pièce de théâtre? Je dis non, j'ai écrit que des petits textes. À l'époque, j'écrivais des petits monologues, des scènes à deux, des choses qu'on peut retrouver d'ailleurs dans mes bouquins, Chronique des jours entiers, des nuits entières, Chronique 1, Chronique 2, Chronique 3. Voilà, j'écrivais beaucoup de petits monologues, des scènes de films, des scènes à deux, des scènes à trois. À ce moment-là, t'assumes pas, non, t'es acteur. Voilà, je suis acteur. Tu t'assumes pas encore en tant que metteur en scène, non, dramaturge. Je suis un acteur qui écrit. T'as pas fait le switch. Non, j'ai pas fait le switch du tout.
Et ce couple me dit, voilà, il y a un concours international de langue française qui a été lancé dans tous les pays francophones. Et nous, on a une compagnie, on a une pièce aujourd'hui, mais elle est très très mauvaise. On a un producteur et tout ça. Est-ce que tu as écrit une pièce? Je dis non, j'ai pas écrit de pièce, j'ai que des petits bouts de pièces et tout. Mais la fille me laisse son numéro de téléphone. Mais elle me dit voilà, le problème c'est que c'est en 4 jours. Le deadline, c'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est samedi prochain, c'est la deadline. Et donc on devait être un dimanche soir, un truc comme ça. Et donc je rentre chez moi et à partir de là, je vois ma compagne. À l'époque, j'écrivais un roman, j'essayais d'écrire du roman, j'écrivais mes petits trucs de théâtre, mais voilà, c'était un peu. Et elle me dit, je lui dis, écoute, il y a un concours extraordinaire qui va être lancé sur toute la France et tout, ce serait génial que je le fasse, je vais écrire une pièce. Mais elle me dit, mais t'es complètement fou, en une semaine, écrire une pièce, mais arrête, tu veux écrire du roman, tu veux te mettre en scène, tu veux être acteur, tu veux écrire, tu veux tout faire, mais en fait, tu fais rien, machin. Et donc, on s'engueule très, très violemment. Et je me retrouve à 5h du matin avec mon petit ordinateur, avec mes disques, avec toutes mes affaires, 5h du matin, et j'appelle la fille. Je dis, excuse-moi de vous réveiller, on s'est croisés dans le métro hier, mais j'ai dit que je voulais écrire une pièce pour vous, je viens de m'engueuler toute la nuit. Elle me dit, prends un taxi. Je dis, j'ai pas d'argent. Elle me dit, mais prends un taxi, c'est pas grave, on habite à La Haye-les-Roses. Prends le taxi. Et donc, je mets toutes mes affaires dans le taxi. La Haye-les-Roses, elle m'attend avec son mec. Elle paye le taxi, je monte et je commence à écrire le jour, la nuit, à fumer, à boire, à dormir un peu, machin. Et là, qu'est-ce que j'écris? C'est que l'amour, c'est de la merde, on m'y reprendra plus, no love. L'amour, c'est pour les autres et l'amour est un passe-temps, mais à part ça, c'est rien. Enfin voilà, je commence à être assez acide et corrosif avec l'amour. Et le vendredi soir, la fille tape tous mes petits textes, mes feuillets, mes petits carnets. Le samedi matin, la pièce est déposée. 15 jours après, Roman Polanski me remet le Grand Prix. Avec de l'argent, avec un théâtre. Et voilà, et je décide de monter ma première pièce avec mes potes. Ça s'appelait Une rose sous la peau et on joue en Avignon. Il y a Emmanuel Cholet, il y a Gérald Laroche, Nathalie Mongin. Voilà. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Comment s'appelle ce couple qui t'a tendu la main? Lui, il s'appelait j'ai perdu leur nom parce que ça a été presque un fugace. Oui, non, mais ça a été vraiment le lien entre. Voilà, il y a eu cette chose, mais je dirais c'est dans l'entourage. Je dirais Nathalie Mongin, Daniel Crouet qui était le producteur. Enfin, voilà, il s'est passé quelque chose comme ça, mais des gens que je ne connaissais absolument pas. Donc en 5 jours, ta vie a changé, quoi. A changé, et surtout que j'ai arrêté à ce moment-là d'être acteur parce que j'ai commencé à mettre en scène. Et après, la première pièce que j'écris, enfin je découvre qui a été une rencontre assez extraordinaire puisque j'écris Baltrap. Et sur Baltrap, je vais choisir 2 de mes acteurs qui vont être Vincent Cassel et Pascal Demolon. Et moi, j'ai 23 ans, ils ont 21 ans, et mes 2 premiers acteurs, c'est Cassel et Demolon, et avec qui on va faire un bout de route, puisque la pièce, on va même aller la jouer aux États-Unis, dans les quartiers afro-américains, en Louisiane et tout ça. Et puis après, il va y avoir une petite entaille. En français, oui. En français, oui, en français. Puis bon, voilà, il y a eu beaucoup, il y a eu 22-34 en même temps avec Vincent Winterhalter, avec qui j'ai fait moi aussi ma deuxième compagnie, qui a été La Lézarde, et La Lézarde avec qui je suis resté pratiquement pendant 20 ans, puisque un peu moins de 20 ans, de 88 à 2001, on va dire, je suis pratiquement dans le théâtre et puis dans le cinéma à cette même période. Donc en 5 jours, tu deviens un geyser de lignes d'écriture. Ouais. Et donc, effectivement, tu as cette aventure avec Cassel et Demolon. Et Demolon. Il y a d'autres personnes importantes dans ta vie. Mais alors, est-ce que tu as créé La Lézarde avec eux? Ou est-ce que comment s'est passé? Je pensais à Éric Savin. Oui, non, mais Éric. Gérald Laroche. Gérald Laroche est vraiment sur Une rose sous la peau, c'est-à-dire la première pièce, comme je l'ai dit tout à l'heure. Baltrap, il continue, en fait. Gérald Laroche, on s'est rencontrés chez Robert Cordier, puisqu'on jouait le même rôle dans Savage Love, un soir sur 2.
Donc en fait, c'était mon alter ego. Quand on a baissé notre caleçon sur scène parce qu'il fallait jouer nu, on était ensemble. On a dit bon, on va le faire en même temps, comme ça, parce que. Mais voilà, c'est mon alter ego. Gérald est mon alter ego. Il s'avère que Gérald, parce que après on est parti aussi en Belgique, jouer aussi pas seulement Savage Love, mais il y a plus Angel City par exemple qu'on a joué à Bruxelles et tout. Gérald a continué un petit bout de temps avec Robert Cordier, a continué dans cette chose-là. C'est-à-dire que moi je suis parti de chez Robert et j'ai monté, si tu veux, mes pièces avec lui, mais lui il a continué son engagement sur des pièces formidables que montait Robert. Et puis donc il a pas fait, il a fait 22-30. On a monté une petite pièce qui était aussi 22-34 avec Gérald Laroche, Vincent Winterhalter, Jamal Nielsen. Là, vous me rappelez des choses il y a 40 ans. Et j'ai créé ma compagnie à ce moment-là, La Lézarde, à ce moment-là. Voilà. C'était déjà mon frère qui faisait les décors. Moi, j'ai un frère qui a 5 ans de moins que moi et il commençait déjà à faire les décors pour nous. Et on jouait au Marie Stuart et au Guichet Montparnasse. Guichet Montparnasse, qui était sûrement le plus petit théâtre parisien. Annie, si tu m'entends, qui est la directrice de ce théâtre, a découvert énormément d'auteurs et donné la possibilité à beaucoup de metteurs en scène de pouvoir jouer. C'est un théâtre qui fait 50 places, 60 si les gens s'asseyent dans les travées et devant. Ça doit faire le plateau, il doit faire 4 mètres sur 3. Enfin, tu vois, c'est tout petit, mais c'est un endroit où justement les auteurs ont pu jouer. Donc voilà, c'est à ce moment-là que j'ai créé ma compagnie. Baltrap, Gérald Laroche ne peut pas le faire. Baltrap, c'est aussi une histoire extraordinaire. J'écris donc cette première pièce et je travaille dans un petit studio à Paris. Il y a une fille qui vient là pour dormir la nuit et donc on partage le studio. Moi, je viens la journée pour travailler, elle pour et donc on se partage ce studio là. Et au moment où on m'appelle pour me dire voilà, et on va faire une lecture de Baltrap et tout, je dis oui, je viens de la terminer. Je me retourne et mon ordinateur fait pouf. L'ordinateur Thomson, et je n'ai plus jamais retrouvé un seul mot de mon texte Baltrap. Et donc je rappelle, j'étais en larmes et on me dit mais bon, ça a commencé comme ça. Je dis non, le début c'est facile si on est dans le noir. Donc et je commence à réécrire la première scène. On passait un concours, en tout cas c'était pour l'aide à la création aussi 5 jours plus tard. Donc c'était toujours en fait cette notion de complètement de temps, d'être du temps et d'être complètement dans le rush. Et moi, je sais que j'ai besoin aussi parfois d'une pression monumentale pour sortir toutes les choses à sortir. Déjà à l'école, tu finissais tes devoirs le dimanche soir ? Je les finissais pas en fait. c'est ça. Je crois que c'est tout le problème. Mais ouais, je crois que le temps que j'ai pris à prendre du bon temps dans les années lycée, je me suis rattrapé après parce que le travail justement à 20 ans, je travaille un peu au Palace la nuit, enfin voilà, je travaille un peu dans des boîtes, des machins, et je m'aperçois très vite que le temps que je passe en fait dans les boîtes de nuit, même avec mes potes, c'est du temps perdu sur l'écriture et sur l'écriture, quoi. Et je me sers de toutes mes nuits en fait pour écrire. C'est quelque chose de. J'ai toujours mes petits carnets là, mes petites Moleskine. Pourquoi la nuit ? Parce que j'ai l'impression que la nuit il y a quelque chose. On est dans une. J'allais dire le temps n'est plus le même. Il y a une sorte d'épaisseur dans la nuit. Les sons sont plus les mêmes. Même les sons perçus du dehors, il y a quelque chose, il y a une force forcément lunaire, magnétique, très 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 forte. Et l'écriture, en fait, on est à la fois seul, mais on est toujours dans des formes de connexion. J'allais dire de l'invisible. J'allais dire l'écriture, c'est pas quelque chose où on s'arrête dans la phrase. L'écriture, c'est une respiration, c'est d'arriver à avoir la même pensée, que la même rapidité avec la main pour écrire ou pour taper à la machine. Donc la nuit, il y a une sorte de solitude, de désertification qui nous ramène à nous-mêmes et qui est formidable pour moi pour l'écriture. Mais dans le même temps, j'écris la nuit, mais je peux écrire à n'importe quel moment du jour et de la nuit en fait, et dans n'importe quel endroit et dans n'importe quelle position. Mais
souvent je relis au petit matin, ou en tout cas au petit matin ou quand je me lève, ça peut être très tard, je vais relire en fait tout ce que j'ai fait la nuit. En fait, le jour est une correction de tout ce que j'ai fait. D'ailleurs, dans l'écriture, je relis toujours, en fait, la moindre pièce, le moindre texte a été relu, puisque même sur des romans, ça m'arrivait de relire entièrement tout le roman avant de me remettre à la dernière ligne ou à la dernière page. Donc, en fait, c'est le travail. La relecture, c'est quand on sent que on n'est pas forcément habité par la muse, ou qu'il y a quelque chose. Il y a des soirs c'est facile, voilà, et puis il y a des soirs où c'est plus difficile, et les soirs difficiles, eh ben on relit tout ce qu'on a fait, et on recorrige, et voilà. Pardon, j'étais dans mon roman personnel. Dans les autres rencontres importantes de ta vie, il y a Judith Magre. Est-ce que comment la rencontre s'est faite? Judith Mag, je crois nous étions à Cherbourg. Je crois qu'elle jouait une pièce là-bas, et moi avec ma compagnie, je sais plus ce qu'on était en train de jouer, mais on se retrouve au restaurant après à une grande table, et je suis assis à côté de Judith Mag, qui est une actrice extraordinaire. Je sais pas quel âge elle avait à l'époque, mais elle était déjà d'un âge certain, mais avec une féminité, une classe, une élégance, un ton grave, des yeux de chat. Donc, elle est à côté de moi, elle me dit, mais vous avez des textes pour moi, ou des choses que vous n'auriez jamais montées et tout. J'ai dit, non, j'ai toujours monté tout ce que j'ai fait. Mais j'aimerais beaucoup lire des choses, mais pensez à moi, si vous aviez quelque chose et tout. Et on passe la soirée, en fait, à discuter, à rire et tout ça. C'était plutôt très sympa. Et en rentrant sur Paris, je me dis, voilà, je vais faire un petit cadeau à Judith. Je vais lui écrire 3 monologues. Et donc, je crois qu'elle m'avait parlé d'un chat. Donc, j'ai écrit un monologue sur un chat et sur 2 autres choses, sur la détestation des chats. Enfin, voilà. Et je lui envoie. Et elle me rappelle tout de suite, elle me dit, mais comment vous connaissez aussi bien ma vie comme ça? Non, mais je connais pas bien votre vie, mais enfin voilà, je suis, voilà, j'ai pris le temps un peu de parler avec vous, et c'est vrai que vous êtes quelqu'un qui m'inspirait, mais s'il pouvait y en avoir plus, ce serait magnifique et tout. Et je lui écris 56 monologues. Pardon? Je lui ai écrit 56 monologues. C'était pas sûr du chiffre. Et que j'ai appelé Histoire d'homme, et qui est l'histoire d'une femme qui se confie, en fait, sur les hommes qu'elle a croisés pendant toute sa vie, et comment ça s'est bien ou mal passé, et qui raconte sa vie au travers de ses échecs amoureux. Et elle va décider de le monter, et voilà, Michel Didim va monter la pièce avec elle, et elle va avoir le Molière de la meilleure actrice avec ce spectacle. Vous voyez, c'est toujours en fait sur la rencontre. Votre émission, c'est le lien, mais c'est la rencontre, et c'est souvent la rencontre qui va faire que votre vie va basculer d'un côté ou de l'autre. Je veux dire, il y a le travail, il y a bien sûr le talent. C'est quoi le talent? Le talent, c'est quelqu'un qui comprend tout de suite ce qu'on lui demande et qui arrive à le refaire 2 fois. Voilà, c'est ça le talent. Donc il faut du talent, mais il faut du travail, mais surtout il faut être prêt quand ça frappe à la porte, d'être derrière, quoi. Et il y a beaucoup de gens qui se démobilisent au moment où ça frappe, bizarrement. C'est-à-dire que ce métier ne peut pas se faire tout seul. Ce métier, il se fait par le groupe, il se fait par la bande, il se fait avec vos techniciens, avec vos acteurs, avec votre famille, c'est véritablement. On nous appelait d'ailleurs dans les années 90 le journal Le Monde. C'était à l'époque, Colette Godard et Thibaudat qui était à Libération. On nous appelait les bandes. On partait sur les routes parfois à 23 avec les techniciens, avec les enfants, avec tout ça. Donc et on faisait des accueils en résidence. Par exemple, le premier qui m'a accueilli en accueil en résidence, qui a acheté en fait en premier un de mes spectacles et qui m'a permis de venir dans son petit théâtre, c'est Jean-Paul Dumas à Terrasson. En dessous-Brive, et qui est un homme extraordinaire avec sa femme Colette et tout ça, et qui ils
ils nous ont permis de pouvoir répéter pendant un mois et demi, en nous donnant un théâtre, en prenant une maison pour qu'on puisse habiter là. Jean Bernard qui nous faisait à manger, qui était un grand restaurateur qui nous faisait à manger tous les soirs. Voilà, ça c'est des gens qui ont vraiment cru dans mon écriture ou qui ont vraiment cru dans cette façon de faire, cette façon de faire, voilà, de créer. Moi, j'ai créé mes premières pièces. On parlait de Vincent Cassel, de Pascal Demolon, mais je travaillais beaucoup avec des acteurs d'origine maghrébine ou d'origine afro, enfin, et non pas parce qu'ils étaient maghrébins ou d'origine africaine, mais c'est parce qu'ils avaient des histoires à raconter, parce qu'ils avaient des choses à dire, parce que quand ils étaient sur un plateau, grandi avec eux, et que j'ai grandi avec eux, et quand ils étaient sur un plateau, on savait pourquoi ils étaient sur un plateau. Hein. Là, je pense à D-Fly, je pense à Edouard, je pense à, bon, bien sûr, Éric Savin, parce que la bande c'était ça, c'était Gérald Larotte, Éric Savin, Bruno Lopez. Voilà, ça c'était vraiment une bande avec laquelle on a aussi commencé à faire du cinéma, parce que la grande rencontre, c'est un jour je fais une double distribution grâce à l'époque à l'ANPE au théâtre de l'Alhambra, et je propose de faire un stage avec des acteurs où je puisse choisir en fait les acteurs pour mon stage, et je prends 26 personnes, dont Shula Siegfried, qui était une grande casting à l'époque, qui était quelqu'un qui faisait la pluie et le beau temps, et je prends donc les gens de ma compagnie et je décide de monter une pièce que j'ai écrite qui s'appelle Une petite entaille, et donc de faire une double distribution. C'est-à-dire que je répète la journée avec une distribution, ils rentrent chez eux, le soir j'ai l'autre distribution qui arrive, je répète la nuit avec eux, et donc avec le même décor, sur la même histoire, mais avec deux compagnies, avec deux distributions différentes, je vais monter le même spectacle. Et qu'on va jouer un soir sur deux, et on va être repéré à l'Alhambra par le Festival Paris Quartier d'été, et où on va jouer, on doit être en 91, quelque chose comme ça. Oui, 91. Et là, 3 pages dans Libé. 3 pages dans Libé. Je sais pas si vous imaginez ce que c'est que d'avoir 3 pages dans Libé. Pleine page dans Le Monde. Pour une pièce de théâtre. Pour une pièce de théâtre, ouais. pour une pièce de théâtre. En fait, le truc, non mais le truc complètement fou. Et là, qui joue, c'est Gérald Laroche qui joue le rôle titre, et de l'autre côté, c'est Vincent Cassel. Et là, c'est un diptyque en fait. Non, c'est la même pièce avec deux distributions différentes. Tu l'as pensé Je l'ai pensé juste pour savoir quel était l'apport en fait d'un casting et l'apport du talent des acteurs par rapport à un rôle, et comment en fait les interprétations pouvaient donner. Un acteur, c'est quelqu'un qui se raconte sur un rôle. Un personnage, ça n'existe pas, c'est un morceau de papier quelque part. Voilà, tu dis pas tiens comment il va jouer ça. Et d'abord, c'est pas de jouer, c'est d'être. Si vous jouez une émotion, c'est que l'émotion n'est pas là puisque vous la jouez. L'important, c'est comment faire naître une émotion chez quelqu'un et comment vous allez vous raconter avec un support. Le support, c'est l'histoire, mais il n'y a pas que les mots qu'on joue. D'ailleurs, souvent, les acteurs ne jouent trop souvent que ce qui existe dans le texte lui-même. On doit travailler en dehors même du texte, de ce qu'on véhicule, de ce qu'on raconte. Tu as écrit une pièce là-dessus qui s'appelle Acting. J'ai monté avec Nils Aristrup et Kian Merad et Patrick Bosso. C'est une pièce sur la transmission qui est un des fils rouges des petits liens. Et c'est une histoire initiatique d'un homme en prison qui va apprendre à jouer, justement. Pourquoi avoir choisi la prison comme décor ? Parce que pour qu'un grand homme de théâtre, on imagine un grand directeur d'acteurs, un maestro du jeu, qu'on imagine américain ou russe, puisse donner son savoir et ses connaissances à un petit mec sans couleur, sans importance, qui est un petit expert comptable d'une boîte quelconque d'informatique. Seul moyen qui se croise, c'est dans une cellule, quoi. Seul moyen qui se croise, c'est dans une cellule. Dans la vie, ils ne pourraient pas se croiser, ils n'auraient rien à se dire. Je veux dire, le grand maître ne le verrait même pas. Sauf qu'en voyant cet homme qui n'est rien,
au début, il refuse parce que l'autre dit j'adorerais jouer, faire du cinéma, ce serait génial. Voilà, comme ça on peut niquer les gonzesses, gagner du fric et tout. Et puis après on boit de la vodka, tout ça, machin, c'est super. Ouais, j'ai envie de faire du cinéma. Vas-y, apprends-moi à faire des rôles. Et l'autre le regarde, lui dit mais t'as rien quoi. Il y a pas de lumière, il y a pas de grâce, il y a pas de, t'es même pas drôle. Enfin, t'as une tête de con. Enfin, il y a rien. Mais dans la nuit, il dit je vais rester plusieurs années avec ce mec. Il en fait le plus grand défi de sa vie, c'est d'en faire le plus grand acteur de tous les temps. Voilà. Donc il fait venir Shakespeare et il va commencer à faire travailler ce mec qui au début ne comprend même pas, sait à peine lire, comprend pas grand-chose de ce qu'il est en train de lire, et il va en faire le plus grand acteur de tous les temps. Et voilà, c'est ça l'histoire. Donc la prison, c'est le moment où en plus, j'allais dire, il y a quelque chose énormément aussi sur la fatigue. C'est-à-dire que ce qui est génial dans une prison, c'est que la transmission, enfin, le maître et l'élève sont 24 heures sur 24 ensemble. Donc ça commence dès qu'il se lève et qu'il prend son petit déjeuner jusque tard le soir. Et donc à partir de là, ils sont l'un avec l'autre. Et c'est initiatique. Pour les deux, cela dit. C'est complètement initiatique. Et d'ailleurs, on va retrouver ce rapport à l'initiation, qui pour moi est la chose la plus importante, dans nombre de mes films, puisque dans Choc 10, c'est Bernard Giraudot qui va apprendre à Dida ce qu'est la boxe thaï et pour l'amener en Thaïlande. Dans J'irai au paradis, c'est comment le jeune va rencontrer qui vient, J'irai au paradis car l'enfer est ici, le regretté Arnaud Giovannetti, comment il va découvrir un autre monde que le grand banditisme et comment il va, voilà, tout ça c'est initiatique. Et d'ailleurs c'était la métaphore de la vie de Saint François d'Assise, J'irai au paradis car l'enfer est ici. Pourquoi est-ce que c'est si important pour toi ? Parce que c'est une question essentielle. Est-ce qu'un homme peut changer sa vie ? C'est le but de tout individu sur Terre. C'est la transformation, c'est l'élévation. Est-ce qu'on est capable de se changer ? Est-ce qu'on est capable de s'élever vers d'autres choses ? Est-ce qu'on est capable d'ouvrir d'autres champs poétiques ? Est-ce qu'on est capable de libérer un peu sa pensée, à s'éveiller à d'autres choses, à d'autres cultures, d'autres traditions, d'autres mondes même ? C'est quelque chose qui est très important. Moi, je suis né, ma mère est morte en m'accouchant. Vous me demandiez où j'étais né, dans le 10e arrondissement, mais elle est morte en m'accouchant, et qui fait que toute ma petite enfance et mon adolescence étaient tournée vers l'invisible. C'était est-ce qu'il existe une autre réalité que la nôtre? Est-ce que si on peut communiquer avec des gens qui ne sont plus là, de n'importe quelle manière, par la pensée, par un geste, par un ressenti, et qu'on peut communiquer. Si on peut communiquer avec les êtres qui sont morts, c'est qu'ils sont forcément dans une autre réalité que la nôtre. Est-ce qu'on peut aller les voir et revenir? C'est la question de Dante. C'est la question en fait donc j'ai commencé à lire toutes ces choses-là, des Jules Verne, Voyage au centre de la Terre, à Dante, en passant par des histoires de la Kabbale juive, en passant par les contes perses et les légendes et tout ça. Et je me suis rendu compte que voilà, il pouvait y avoir des passages entre un monde et l'autre. On en parle aussi dans les Védas bouddhiques. Enfin bon, voilà. Donc ça a été donc cette chose, c'était moi-même d'être dans ma propre quête et au début une adolescence assez violente, qui refuse tout, où j'étais dans des fortes culpabilités sûrement de vivre, beaucoup dans des autodestructions, beaucoup dans des je suis né entre guillemets sans l'amour. Donc ma quête, elle était assez compliquée, de retrouver aussi qu'est-ce que l'amour. J'ai commencé à écrire sur l'amour parce que je ne savais pas ce que c'était que l'amour, et d'arriver à donner une définition plus claire de qu'est-ce que l'amour, ou le désir, ou la passion, ou d'autres choses comme ça. Donc toutes ces choses-là, en fait, on parlait d'un lien, c'est le lien ininterrompu avec l'absence de ma mère, qui m'a amené à être écrivain, à être cherchant, ou à ne pas m'accommoder seulement du réel, mais d'essayer de trouver comment échapper au réel. Voilà. Donc c'était comment s'échapper au réel, c'était l'écriture, puis la mise en scène. Et comme mon histoire par rapport à ma mère était assez secrète, on va dire,
parce qu'on m'a dit assez tardivement qu'est-ce qui s'était passé ce jour-là, mais que ça m'avait été dit par des petits gamins, mes petits voisins à 7 ans, qui m'avaient dit on a un grand secret. À 7 ans, quand on m'a dit tu sais on a un grand secret pour toi, ta mère c'est pas ta mère, puisque j'avais été élevé par une femme qui avait épousé mon père quand j'avais 2 ans, voilà. Et donc et à partir du moment où j'ai su ce secret, que j'ai continué pendant 4-5 ans à vivre avec les gens continuaient de me mentir, fait que je suis devenu metteur en scène à ce moment-là. Je pense que l'aspect mais ça l'a pas empêché de t'aimer, mais de t'élever. Pardon. Oui, ma mère. Ta mère adoptive. Oui, ma mère. Mère, Oui, oui, bien si on sûr. peut dire Bien sûr, mais donc, pour moi, non, mais pour moi, je viens de perdre ma deuxième maman, là, ça fait drôle de dire ça, il y a quelques mois, 3 mois. Donc, bien sûr que c'était ma mère. Mais je parle de l'enfant. bien sûr. En prise avec, en fait, en prise aussi avec le mensonge, va faire de moi, en fait, un metteur en scène. Et qui va déceler quand on me ment, quand on me parle à côté, quand sur les niveaux de voix, sur ça, voilà, c'est vraiment mes armes de metteur en scène ont commencé là. Donc tu mènes tes enquêtes en fait en écrivant quelque part. Non, c'est pas forcément des enquêtes. Je pense que, comme le dit la Bible ou la Torah, je veux dire, on peut demain aller sur la Lune, on peut devenir président de la République, on peut devenir un grand guerrier, un champion du monde MMA. Enfin, un jeune peut devenir à peu près tout, sauf une chose, poète. C'est-à-dire que poète, vous l'êtes en naissant. C'est votre regard sur l'autre, sur le monde autour, et qui est quelque chose d'assez caractéristique. J'allais dire, la forme de certains poètes, là où tu vois une chaise, ils voient l'arbre qui a été coupé pour faire la chaise, quoi. Tu vois, ils voient le parcours, ils vont voir en fait autre part. Et donc je pense que c'est à la fois une bénédiction et une malédiction. Parce que le fait de ressentir, de voir et de ressentir, j'allais dire poète, il y a un aspect, normalement le poète, il y a une notion visionnaire dans l'aspect de la poésie. D'ailleurs, les textes qu'on peut retrouver aujourd'hui, les textes sacrés, ont été écrits par des poètes il y a 3 ou 4 000 ans. C'est d'eux dont on parle. Les premiers à prophétiser sont les fous. Et les deuxièmes, ce sont les poètes. C'est cette vision d'avenir. Et donc, parfois, c'est compliqué je parle pas de moi, là, hein, je parle à la fois de moi, mais à la fois des gens que je connais qui sont dans cette fragilité extrême de sensibilité. Je parle même pas d'empathie, parce qu'il faut arriver comme à pouvoir se libérer de certaines empathies. Vous pouvez pas être en face de quelqu'un et souffrir en face de lui dès qu'il souffre, ou être triste quand il est triste et énervé quand il est énervé. Donc il y a des choses, un travail. Et le travail d'acteur est assez prodigieux. J'ai envie de vous raconter une petite chose sur un lien. Mon père avait été sélectionné par Boulogne, milieu de terrain de l'équipe de France de foot en junior. Donc j'avais un père qui a fini d'ailleurs pas les dernières années de sa vie, parce qu'avec Daesh on l'empêchait de retourner en Mauritanie, mais qui a fini pendant 20 ans à soigner les Touaregs et tout. Donc j'avais un père qui était un très grand humaniste. Et je vous ai dit, il a toujours voulu que je sois champion. Il avait un de ses amis qui était un homme extraordinaire qui s'appelait Philippi, qui était un des plus grands entraîneurs de boxe. Je crois qu'il a eu 13 champions du monde de boxe à Marseille et tout ça. Donc, et souvent, on passait les vacances avec Philippi. Mon père avait été même homme de coin du fils Cerdan pour des combats de boxe, parce qu'il aimait beaucoup. Enfin voilà, quand il était jeune médecin et tout. Et je vous ai dit, il a toujours voulu que je sois champion, et avec l'histoire dramatique qui lui arrivait avec ma mère, il me poussait. J'ai fait 8 ans d'anorexie, je refusais de me nourrir jusqu'à l'âge de 8-9 ans. Après, j'avais des problèmes sur le développement un peu relationnel, donc le sport m'a sauvé, et j'en faisais même à l'extrême. À l'âge de 8 ans, tous les soirs, j'avais un entraînement. Le samedi, j'étais à l'entraînement dans les compétitions, le dimanche pareil, enfin voilà. Et je me pète. Et je suis vraiment
C'était terrible pour mon père aussi dans cette relation-là par rapport à moi qui était un peu en échec scolaire. Enfin, voilà, je vais jusqu'au bac philo, mais bon, tu vois, j'étais un peu Enfin, ça se tient quand même un peu. Et un jour, à la fin. Et un jour, il y a cette chose m'aurais dit, j'ai fait un extraordinaire. bac S. Je monte une pièce que moi je trouvais extraordinaire dans la forme. Je monte une pièce qui s'appelle Surfer, avec toute ma bande, Clovis Cornillac en tête, avec 50 tonnes de flotte sur le plateau, coproduit par La Colline, et je suis au IN Avignon. Et je suis au IN Avignon, et la première de ma pièce au IN Avignon est le soir de la finale 98, de la finale de la Coupe du Monde de foot. Ah la vache. Et je dis au directeur du festival, Bernard Fèvre d'Arcier, je lui dis, mais si on arrive en finale, comment on fait alors qu'on va jouer en même temps que la finale, c'est pas possible. Il me dit, non, mais ça arrivera pas et tout. Je dis, mais Bernard, on parie une grosse bouteille, je me rappelle. Et on est en Avignon, et le soir de la finale, c'est le 13 juillet 98. C'est la première de ma pièce à 22h, donc je vais rater la finale, et c'est pas possible. Je joue au foot pendant 15 ans, c'est impossible. Non, Même pour Clovis, qui. pour tout le monde, c'est impossible. Et donc, pour la première fois, alors il y a un peu les vieux mandarins du théâtre, mais depuis 1945, jamais on a repoussé une première, machin, nana, oui, mais jamais on a été en finale de la Coupe du Monde de foot. Qui se joue chez nous. Qui se joue chez nous, tu vois. Et donc, France Télévisions va venir nous filmer, donc on va jouer après le match. Et donc, et cette soirée était folle parce que les gens chantaient, ils sont arrivés à minuit, on a fini à 4h du matin la pièce. Enfin, c'était un truc extraordinaire de joie, de machin, de explosion, le théâtre plein, 850 personnes qui étaient revenues même après. Enfin, tu vois, les gens avaient travé et tout. Et on avait tellement de monde sur les 7 représentations qu'on avait fait en Avignon, on avait tellement de monde que on avait rajouté en fait la couturière pour inviter tous les journalistes et tout ça. Donc on avait invité plein de monde, aussi 800 personnes la veille. Et donc le lendemain matin, j'arrive et je vois la première page du Monde, Didier Deschamps en couleur avec la Coupe du Monde sur la tête, et en dessous Didier Deschamps, ma gueule au crayon à papier, Duringer, enfin du théâtre bleu blanc beurre, du théâtre politique en Avignon, machin, ma gueule en même temps que la Coupe du Monde. Et là, il y a Philippi, l'entraîneur de boxe, qui appelle mon père et qui dit, Bernard, t'as vu la couverture du Monde ce matin? J'ai eu 13 champions du monde de boxe, jamais un a fait la couverture du Monde. Là, aujourd'hui, ton fils fait la couverture du Monde le jour de la finale de la Coupe du Monde de foot. Tu peux te dire que ton fils est un champion. Ça, c'est une belle histoire. Très joli. Très joli. Merci. Dans cette chose-là, il y a quelque chose dans le métier qui est souvent relié, où la vie vous relie toujours, en fait. C'est un métier où l'aspect poétique, artistique, fait que vous allez toujours être remis, en fait, devant des événements peut-être qui semblaient anodins, mais qui vont se révéler avec le temps d'une importance capitale. Je vous donne des exemples. Mon meilleur ami, Laurent Lemédo, et Gérald Laroche, mais Laurent, rêvait un jour de rencontrer Johnny. Je pourrais vous le raconter pendant 1 heure. Je vais faire un clip de Johnny Hallyday. Je vais inviter mon pote. C'est mon pote qui va lui mettre des gifles pendant mon clip. Ils vont devenir les meilleurs amis du monde. Ils vont devenir les meilleurs amis puisqu'ils vont se voir jusqu'à la fin. Et ils vont devenir très, très, très liés. On est des mômes de banlieue. Ma grand-mère adorait, ça lui mettait les larmes aux yeux quand elle voyait Jane Birkin. Tu montes la pièce de Jane. C'est moi qui vais la mettre en scène pour sa première pièce. Mais à la demande de Jane. Ouais. Tu vas pas la chercher pour faire plaisir à ta grand-mère. C'est la demande de Jane. Non, mais c'est ça ce que j'avais. Je vais le premier album que va m'offrir mon père va m'offrir 15e round, le premier disque de Bernard Lavilliers. J'ai 14 ans, 15 ans, il m'offre 15e round de Bernard Lavilliers.
premier clip que je vais faire, Bernard Lavilliers. Cette chose comme ça, avec Bernard Giraudot, le malheureux qui a fait... c'est son dernier film en plus. Il a fait son dernier film avec moi. On a beaucoup parlé là-bas et il fait. On tourne la dernière scène du film où Dida et Chokdi pour les gens. Raja Damnon, et où Dida va devenir champion du monde et son maître Bernard Giraudot va se faire poignarder à ce moment-là dans la foule. On a très peu de temps pour tourner, on a des plages de même pas 10 minutes on tourne pendant les vrais tournois en fait. Pendant les vrais tournois de championnat du monde, et on nous laisse 10 minutes pour faire l'entrée sur le ring, pour remettre les fleurs et pour vraiment le chaos, entouré par tout le monde. Donc on a plusieurs caméras, certaines ne marchent pas, on s'entend même pas dans les talkies tellement c'est violent. Et Dida, qui était blessé au pied monstrueusement d'ailleurs, et qui avait aussi des côtes fêlées, qui risquait vraiment de gros accidents si jamais le champion thaïlandais lui mettait un coup côté cœur. Donc le champion thaïlandais savait qu'il pouvait pas mettre de coup, mais le champion thaïlandais voulait pas perdre non plus la face devant 10 000 spectateurs. Oui, même si c'est un spectacle, ça reste quand même facilement. Et Dida lui met un KO, il lui met un crochet au foie, et le mec tombe. Dida lève les bras, et qu'est-ce que je vois arriver? Bernard Giraudot, et Bernard Giraudot prend Dida dans les bras et le soulève. Donc mon plan il est niqué, il est acheté à la poubelle. Je suis avec Guillaume Schiffman, qui est le chef opérateur aussi de The Artist, hein, pour ceux qui... Guillaume Schiffman est avec moi, on a les larmes aux yeux, on se dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Pourquoi Bernard est monté sur le ring? Et là Bernard arrive, il voit la connerie qu'il a faite, il me dit je reprends l'avion si tu veux. Je dis mais non, mais on a les plans demain, on va refaire les plans serrés et tout, et puis t'inquiète pas, on aura quand même 100 figurants que je pourrais déplacer, on a les scènes du combat à faire de toute façon et tout, mais je comprends pas, qu'est-ce qui t'a pris? Et là il me regarde, il a les yeux vraiment humides, il est désolé, et il me dit t'as oublié de me redire que je devais mourir. Je dis mais Bernard, tu connaissais le scénario? Oui, mais tu m'as pas dit que je devais mourir. Le lendemain, on va faire sa mort. Le dernier plan du film, c'est les cendres de Bernard qui sont jetées dans la mer. Et qu'est-ce qui s'est passé dans la réalité? Les cendres de Bernard ont été jetées dans la mer. Et vous voyez cette corrélation où la dernière chose qu'il a faite dans sa vie, c'est de mourir. Mais il n'est pas mort parce que moi, réalisateur, je lui ai pas dit qu'il devait mourir. C'est pas incroyable, ça? Voilà, ce sont des histoires comme ça qui permettent d'affirmer que quand on est aussi peut-être dans d'autres réalités, dans d'autres champs poétiques, il y a des choses entre l'art et le réel, entre le visible et l'invisible. Il y a une interpénétration, en fait, de nos vies artistiques et de notre réel, en fait. Tu es l'auteur de Joséphine B, qui raconte la vie de Joséphine Baker et qui se joue actuellement au Théâtre de Passy. Quel est le petit lien justement d'histoire de la naissance de cette pièce et de ta collaboration avec la productrice Valérie Allègre? En fait, je suis membre de jury dans une école de théâtre, et je vois cette jeune femme Clarisse Kaplan, qui est l'actrice de Joséphine, et on va se revoir en Thaïlande au moment où je tourne Paradise Beach, et je vais décider d'écrire pour elle. Je trouve qu'elle ressemble à Joséphine Baker, et dans le corps, et dans son menton, dans ses dents, dans ses yeux, dans son allure, mais surtout dans son côté à la fois léger, drôle, et à la fois sensuel, et je vais écrire pour elle. Et il y a un garçon qui est un de ses potes dans le cours d'art dramatique, et qui n'a que 2 mois de cours, qui vient à la maison, et je vois que ce garçon a des facilités, il redit il faisait rire à chaque fois sa mère et ses sœurs, parce qu'il rejouait toutes les scènes de films qu'il voyait. Et donc je m'aperçois que c'est une sorte de Jim Carrey.
Et je lui dis, arrête tout, viens avec moi, on va monter une pièce. Donc je vais écrire cette pièce pour eux deux, avec de la danse, avec du chant. On va répéter à côté de l'Île-sur-Sorgue. J'ai une petite maison de campagne là-bas, et après les barbecues tous les soirs jusqu'à 4 heures du matin, on va répéter. Mon frère va venir, Horacio, enfin toute l'équipe va venir pour préparer ce spectacle. Et puis on va passer des auditions, et puis on va rencontrer 13 Avril Productions, Valérie, et qui va tomber, ils vont tomber amoureux du spectacle et décider de nous produire et donc de nous aider dans cette aventure, et après de nous porter dans cette aventure. Voilà, quand j'ai écrit Joséphine Baker ne rentrait pas au Panthéon, hein, donc c'est vraiment un alignement des planètes, hein, parce que j'ai écrit ça il y a 3 ans, hein, bien avant qu'elle soit panthéonisée. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose, il y a une similitude, et qui va aussi, encore, je vais reprendre les mêmes choses. Ces 2 femmes, mon actrice Clarisse Kaplan et Joséphine Baker, viennent de familles pauvres. Elles ont toutes les 2 perdu leur petite sœur. Clarisse Kaplan vient d'une famille à l'origine de Mormons, donc elle a dû aussi s'extraire pour forcément danser, chanter. Se mettre à demi-nu pour Joséphine, pour une mormone, c'est pas forcément évident à l'origine. Et la chose extraordinaire, c'est que le dernier spectacle qu'a fait Joséphine Baker au théâtre de Bobino était un 10 avril, et que Clarisse est née un 10 avril. Et que là où on a été pris pour la première fois, c'était au théâtre de la Seine parisienne, à côté des Folies Bergères, où Joséphine Baker a sévi pendant des années. Et on est pris au théâtre de Passy, qui est un nouveau théâtre absolument extraordinaire, tenu par des gens de passion, et qui a été refait entièrement en 1930. C'est une bonbonnière. Ils nous veulent absolument pour la première en fait de leur théâtre. Et on s'aperçoit que Joséphine est morte s'est endormie à 300 mètres de là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est toujours pareil. Alors aussi, on ne voit les détails que ceux qu'on a envie de voir, hein. C'est comme les symboles, hein. On les voit parce qu'on les connaît, hein. Si on les connaît pas, on les voit pas, hein. Si vous avez un signe chinois sur un mur et que vous savez pas ce que ça veut dire, vous verrez pas un signe chinois, hein. Donc mais c'est vrai que quand on commence à s'apercevoir du rapport et du lien qui nous unit aussi les uns aux autres, parce que c'est ça aussi, c'est les liens d'invisibles, hein. Qu'est-ce qui fait que on va être bien avec telle ou telle personne, et qu'est-ce qui nous unit à telle ou telle personne, hein. Moi, ma question essentielle en chef de compagnie, en réalisateur de cinéma, c'est qui je mets sur mon bateau. Je veux dire, au-delà même du talent des acteurs, ce qui m'intéresse, c'est comment ils sont en dehors même du plateau, parce que si vous travaillez avec un acteur génial mais qui vous casse les couilles sans arrêt en dehors du plateau, ou qui est respectueux avec son entourage et tout, c'est pas possible. Donc c'est qui je mets sur mon plateau, qui je mets sur mon bateau. Voilà, j'ai besoin moi d'avoir des piliers, hein. Des piliers, c'est bon, il y a Gérald, il y a Éric Savin, il y a mon frère, hein, Éric Duringer, il y a eu il y a vraiment des chefs-op aussi, je pense à Gilles Porte, je pense qui sont des gens avec qui je travaille depuis des années. Alors, qu'est-ce qui fait que tu fais Paradise Beach? Paradise Beach, hein, c'est en fait, il y a parce que c'est une bande complètement nouvelle là pour le coup. Ouais, mais j'ai en fait ce film. C'est vos petits frères en fait. Ouais, c'est un peu ça, mais j'ai un lien avec qui indéfectible avec aussi. Là, quand je vous parle, je m'aperçois qu'il y a 50 personnes que je pourrais citer en lien direct. C'est ça le problème. Surtout quand on vieillit, en fait. Bon, je suis pas encore vieux, mais à 58 ans, en fait, on s'aperçoit qu'on vieillit, en fait, quand tout le monde vous connaît, quoi, et quand vous commencez à connaître tout le monde. C'est ça, en fait, le côté dramatique. Mais il y a l'histoire avec Jean Miez. Jean Miez, je peux pas occulter, quelqu'un qui a fait 18 ans de prison, que
que me fait rencontrer quelqu'un qui a été très important dans ma vie, c'est aussi Dominique Besnard, qui me découvre quand j'ai 21 ans, quand je joue dans Savage Love, et qui va être mon agent pendant plus de 20 ans. Céline Camina, qui va être déterminante pour moi après, parce que ça fait maintenant 15 ans que c'est mon agent, alors que c'était l'assistante du bureau d'à côté de Dominique Besnard quand il est parti. Je pense à mon premier éditeur, Jean-Pierre Engelbach, si lui m'édite pas la première fois. Je pense aux grands metteurs en scène allemands qui vont m'inviter à la Baraque, au Deutsches Theater, au Théâtre Gorki. Je pense à ces deux producteurs, Bernard Verlet et Jean-Louis Livy, qui viennent voir un jour une petite entaille et qui vont me proposer de faire mon premier film, La Nage indienne, du roman que j'écrivais quand je me suis fait virer par l'autre, tu vois, machin. Donc, en fait, il y a plein de gens qui ont été Bernard Verlet et Jean-Louis Livy, et c'est des gens qui m'ont fait confiance pour produire mon premier film. Donc ça a été... Ils l'ont souvent fait. En tout cas, Livy, c'est vraiment un découvreur et un accompagnateur mais c'est incroyable. Mais j'ai eu la chance de travailler aussi avec les vieux de la vieille sur Choc-D, avec je parle des vieux de la vieille avec beaucoup de respect, mais avec Vera Belmont, grande productrice. Énorme. Mais je pense aussi à quelqu'un avec qui j'ai fait je sais pas combien de téléfilms et qui ont été des histoires extraordinaires, avec un des plus grands producteurs français qui était Pierre Chevalier à Arte. Sans lui, nombre d'entre nous ne seraient pas là. Voilà, il y a tellement de gens qui sont majeurs. Voilà, il y a plein de gens comme ça qui m'ont permis ou de faire quand les frères Altmaier m'appellent pour faire La Conquête, un film sur un président en exercice. Aussi, voilà, c'est la rencontre avec des grands producteurs qui m'ont permis d'aller aussi à un niveau très important. C'est-à-dire quand vous avez un film qui est vu dans le monde entier, un film politique, eux aussi m'ont apporté quelque chose de fort. Mais j'oublie les gens avec qui j'ai travaillé, mon cousin Laurent Le Triard, avec qui j'ai travaillé pendant 20 ans, qui a été mon administrateur de tournée. S'il est pas là, il y a rien qui se passe. Vous voyez ce que je veux dire? C'est souvent aussi... Nous, on voit très très bien. C'est encore un peu plus marqué effectivement dans les métiers du spectacle vivant et de l'audiovisuel, mais nous, les liens, oui, on voit bien ce que c'est. Sans parler aussi des gens qui ont fait la communication, des attachés de presse. Non, mais c'est une aventure humaine. Comme Monique Dupont, comme Corinne Perron, qui sont des gens qui ont eu dans ma vie une grande influence, parce qu'elles étaient à la fois, j'allais dire, du côté de la communication, et qu'elles avaient envie de défendre, enfin, mon travail, et c'est vrai qui m'ont amené à un endroit où j'aurais jamais pu aller tout seul. C'est sûr, c'est avant de pouvoir monter, j'allais dire, l'Everest tout seul, on l'a fait plusieurs fois, beaucoup. Donc, mais après, c'est vous qui tenez le drapeau. Mais en fait, il y a eu plein de gens pendant la cordée qui vous ont permis, petit travail de fourmi, qui vous ont facilité la route. Mais dans l'autre côté, il y a des gens qui vous ont savonné la planche aussi de la même manière. Mais certains sont fondamentaux aussi. Ah bah bien sûr, c'est un bon savonnage de planche, voilà. On a les ennemis qu'on mérite. Il y a un proverbe iranien que j'aime beaucoup qui dit: quand sur ta route tu as beaucoup d'ennemis, c'est que tu es sur la bonne route. Sinon, tu vas sortir prochainement L'Homme Parfait avec Didier Bourdon. Est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu le synopsis ? Alors le synopsis, on est aujourd'hui, mais dans les temps, quelques temps futurs, on va construire des robots qui sont des humanoïdes et qui, où on pourra choisir à quoi ressemble notre humanoïde qui sera un robot. Est-ce qu'il a la barbe? Est-ce qu'il est blond? Est-ce qu'il est roux? Est-ce qu'il est costaud? Est-ce qu'il a la peau blanche caramel? Est-ce qu'il est noir? Est-ce qu'il est jaune? Est-ce qu'il est rouge? Et aujourd'hui, on va pouvoir mettre dans de la robotique nos ordinateurs, c'est-à-dire que vous aurez
robot qui pourra parler 145 langues, qui jouera mieux aux échecs que Kasparov, qui et avec qui tu coucheras. Ouais. Et avec qui tu coucheras. Et voilà, et qui aura non, c'est vrai, il y a une étude où clairement c'est une vraie étude sérieuse où j'ai lu que intellectuellement ça gênait personne en fait d'aller coucher avec un robot. Est-ce que ça gêne d'avoir un canard en plastique? Enfin, un moment, si tu veux, que ce soit ou une poupée gonflable ou une chose. Non, justement, le film raconte ça. En fait, c'est une famille. Valérie Carcenti, génial. Voilà, qui est avec Didier Bourdon, et voilà, et elle en a marre. La piscine de son mari, c'est un scénariste, un peu acteur, un peu au chaume-du, qui est là, qui en branle pas une, qui se lève à midi, qui essaye d'écrire la nuit. Enfin voilà. La piscine est dégueulasse, il y a des grenouilles dedans, le jardin est pourri, il y a du linge partout. Elle bosse, elle amène ses enfants à l'école, ils ont 2 enfants. Enfin voilà, c'est vraiment une espèce de course contre la montre tous les jours, et elle voit une espèce de pub, voilà. Et elle achète ce robot, elle le programme avec ses enfants sur la langue, sur tout ce qu'elle veut. Et puis le robot il fait à manger, il commande japonais, il va te faire le jardin, il va te changer l'eau de la piscine, il te fait tout, enfin nickel. Mais il peut jouer aux échecs avec les enfants, leur faire les devoirs le soir, demander à madame si elle a passé une bonne journée, être super prévenant, la dégager de tout. Voilà. Et au début, il est formidable ce robot, sauf que le père, il a l'impression que les enfants veulent jouer qu'avec le robot, la femme, en fait, elle parle qu'avec le robot, que lui, il aime bien aller jouer au bowling avec son fils, mais il s'aperçoit que le bowling, le robot, quand il vient, il fait strike à tous les coups, parce que il dit, voilà, c'est juste une question de programmation. Moi, si vous voulez que je rate, on peut mettre un pourcentage. Donc c'est insupportable pour ce père, mais il s'aperçoit, il a un de ses potes qui dit, mais est-ce que tu sais qu'elle a choisi le robot XX, quoi? Donc il fait, mais c'est quoi le robot? Et en fait, elle a choisi la version robot, femme. La version, non, mais c'est un robot, si tu veux, qui a une barre en Kevlar de 30 cm, et qui peut faire l'amour pendant 48 heures de suite, tu vois, si tu veux. C'est, voilà, il y a pas de problème. Et donc là, son obsession, c'est est-ce que sa femme a couché avec ce robot? Et donc, c'est très drôle. Et il décide d'un moment, avec son ami Philippe Duquesne, de lui couper la tige. Non, carrément de l'éliminer d'abord, et carrément de l'éliminer. Voilà. Et donc le film est là, mais en fait ça parle du fascisme aussi. C'est-à-dire de quelqu'un qui est parfait, qui est tout le temps parfait, où tu peux même pas te comparer, quoi, si tu veux. C'est ce robot, il ressemble à Brad Pitt, il est magnifique, il est gentil, il est poli, il parle toutes les langues. Enfin, tu vois, c'est insupportable d'avoir un robot qui va te corriger quand tu fais une chose à côté, qui peut aussi bien parler en chinois. Surtout quand t'es chez toi. Et qui reprend, en fait, parce que comme un ordinateur, il reprend toutes les expressions. Mais moi, ça me rend déjà dingue. Et donc, il s'enrichit même de la vulgarité, en fait, des gens pour qui il travaille. Et c'est PEF. PEF fait le robot, et PEF est absolument extraordinaire. Voilà, je peux dire que ça. Il a fait un travail monumental. Vous avez tourné, là? On a tourné, et le film est monté, et il doit sortir, et c'est UGC qui doit le sortir. Maintenant, je ne sais pas quand, il devait sortir il y a 2 ans, mais avec le Covid, il y a tellement de films en retard. Voilà, donc ça c'est une jolie comédie. J'avais pas trop l'habitude de taper vraiment de la grosse comédie, mais là pour moi c'était une jolie comédie, parce que elle parle qu'il y a un peu de fond. Et il y a une projection dans le futur immédiate, c'est demain. Et quand j'ai fait Paradise Beach, je vous parlais de Jean Mies qui a fait 18 ans de prison. Ça, c'était une rencontre, c'est Dominique Besnard qui avait été le voir en prison, donc je l'ai rencontré à sa sortie de prison. Et depuis, pendant 20 ans, on a travaillé ensemble. On a fait Giro Paradis, car l'enfer est ici. Il a joué même dans le In Avignon, dans Surfer. Il a fait plein de choses. On avait fait aussi le téléfilm qui était magnifique avec Florence Thomasin, Les Vilains. Non, mais là, je suis en train de penser à plein de... En fait, c'est horrible. C'est horrible. Et Jean Mies, c'est une vraie rencontre. Parce que c'est... Justement, dans le cinéma, on fait pas le cinéma avec ses qualités, on fait le cinéma avec ses défauts. Enfin voilà, si même notre physique, si vous avez un beau physique, voilà, mais ça suffit pas pour être un acteur. Ce qui est important, c'est de travailler avec ses défauts et non pas seulement avec vos qualités, parce que c'est vos défauts qui vont toucher les gens.
C'est avec vos défauts qu'on va se reconnaître en vous. Et c'est là où ça va toucher émotionnellement. Si vous avez quelqu'un qui est rempli de qualité de A à Z, l'identification est assez difficile. C'est les gens du jardin qui disent à peu près la même chose. Je sais plus dans quelle interview j'avais vu ça. C'était quasiment les mêmes mots. Où il expliquait son travail sur parce qu'il a un nez asymétrique et que du coup il a un profil lover et un profil loser. Mais le loser c'est certainement mieux. C'est ça qui va amener et il expliquait que oui, c'était quand même ce profil-là qui l'amusait le plus d'utiliser parce qu'il était voilà. Non, c'est rigolo. Sinon, on a fait un petit peu nos devoirs et on a un petit peu enquêté aussi sur les réseaux sociaux et on a un peu de mal à te trouver. Tu n'es pas sur les réseaux sociaux ou pas trop, non ? Non, rien, je sais rien. Pourquoi ? Parce que d'abord, j'ai pas, c'est pas quelque chose de ma génération. J'aime bien quelque part aussi ma vie un petit peu pas cachée, mais un peu voilà. Les gens savent où me trouver. S'ils ont besoin de me trouver, ils me trouvent. Mais moi, raconter ma vie, c'est discret. Ouais, non. Oui, c'est ça. Je suis tous les soirs au théâtre. S'il y a des gens qui ont envie de me rencontrer, ils me rencontrent. J'ai un agent, j'ai un éditeur, j'ai plein de gens qui s'occupent de moi, mais j'aime pas raconter forcément ma life. Je suis plutôt quelqu'un qui va travailler beaucoup en solitaire personnellement et qui après aime travailler en groupe. Mais j'aime bien avoir ma petite vie un peu sur les choses. Mais je suis entouré de plein de monde. J'ai du monde presque tous les soirs à la maison. Enfin, tu vois, Jusqu'à ce que tu ailles t'enfermer pour écrire. En tout cas. Je peux écrire devant les autres, hein. Ils peuvent être devant la télé. Je peux écrire devant les autres. Je peux faire plein. J'ai pas de problème. À partir du moment où je me mets dans ma bulle, il y a rien qui me. T'as aucune routine en fait. Non, c'est comme une concentration de sportif. Hein. À partir du moment où vous prenez le départ d'un 100 mètres, vous en avez rien à foutre qu'il y ait des gens qui crient, qui pleurent dans les gradins. Vous allez courir à votre 100 mètres. Ben, c'est un peu la même chose avec l'écriture. C'est-à-dire que c'est une sorte de concentration. À partir du moment où je rentre en fait dans cette notion d'écriture. Il y a presque les voix des personnages qui m'appellent. C'est presque comme si c'est eux qui me conviaient à venir. On est vraiment cette notion comme ça à la fois émetteur-transmetteur. Et il y a foule d'informations qui viennent où sont les personnages, oui, qui vous invitent à. Mais moi, je sais que je travaille beaucoup sur le réel. Je travaille assez peu sur l'imaginaire et sur l'imagination. Ce qui me plaît, c'est le détail du réel. Et le détail du réel est souvent beaucoup plus fort que la plus grande des imaginations. C'est-à-dire que c'est important quand on est un auteur de parler de choses qu'on connaît, de choses qui nous ont traversées ou qui ont traversé notre famille ou nos amis ou notre cage d'escalier ou notre quartier ou notre pays. Mais de parler de quelque chose comme ça où on est ancré en fait dans on en revient en fait de pas jouer l'émotion mais de la vivre. Exactement. Et c'est pas, d'ailleurs, c'est même pas l'acteur d'avoir. Enfin, de l'écrire, là, en l'espèce. Ouais. C'est pas l'acteur de ressentir de l'émotion, c'est au spectateur. Souvent, les gens font ce métier au début pour ressentir de l'émotion. Et c'est pas à l'acteur de ressentir de l'émotion, c'est au spectateur. Un acteur qui ressent de l'émotion, si ça passe pas, ça sert à rien. Sinon, t'es connu aussi pour ton langage cru. Dans quel et toi, cas, abrupt. dans quel cas t'en sers-tu comme outil en fait dans ta technique d'écriture, parce qu'on parlait d'écriture, de technique. C'est pas forcément une technique, c'est que moi j'aime bien le langage et la philosophie de la rue. Il y a quelque chose dans la rue qui se passe, et d'ailleurs même dans les cafés, partout, quand t'entends les gens, quand tu t'intéresses à ce qu'il dit, tu laisses traîner un peu ton oreille et tout. Il y a des expressions, quand tu vas vivre à Marseille, par exemple, t'as des expressions, toutes les 10 minutes, t'entends un truc, tu dis, mais c'est incroyable. Faut que je le note. Non, mais c'était ça, la langue de la banlieue. La langue de la banlieue, elle s'est, alors, aujourd'hui. Appauvrie. Alors,
Au début, aujourd'hui, elle est appauvrie parce qu'il y a aussi un problème d'écriture en même temps que à la fois de lecture et d'écriture, et d'avoir une rapidité informative aujourd'hui, beaucoup avec le téléphone, avec les ordinateurs, qui fait que c'est plus la même chose, et que d'ailleurs ils subissent avec les ordinateurs et leurs portables l'imaginaire et l'imagination des autres, plutôt que de développer leur propre imagination. Donc là, et leur propre imaginaire. Donc là il y a quelque chose qui me gêne, parce que ça isole en fait les gens plutôt que de les rassembler. Ils croient se rassembler, mais en fait, ils se rassemblent pas. Ils sont complètement fractalisés, j'allais dire, avec, ils sont une petite chose avec leur portable. Mais j'aime bien la langue gouailleuse. Il faut savoir que la France, on a toujours été une langue crue, une langue verte, une langue rabelaisienne, une langue comme ça qui était à la fois riche. Mais quand je dis ça, aussi bien il y a 500 ans, vous trouviez aussi des auteurs qui écrivaient avec une langue plus crue, plus charnelle, plus sensuelle. Moi, j'ai envie d'avoir une langue qui soit directe. Le théâtre n'est pas une langue de littérature. On n'a pas parlé encore de mes romans, mais j'aimerais bien qu'on parle de mes romans, de Sfumato et voilà, et de mon deuxième roman, Making of. Mais au-delà de ça, j'aime bien donner aussi la parole à ceux qui l'ont pas forcément. Ça m'intéresse pas une écriture bourgeoise, j'allais dire, au théâtre. Sauf si mon personnage est bourgeois, et je vais le faire parler comme un bourgeois, avec intelligence dans sa bourgeoisie, ou crudité, j'allais dire, dans son côté bourgeois. Mais j'essaye de savoir aussi l'état aussi du personnage, notre état de langage. Quand vous dites à quelqu'un sois toi-même, par exemple devant une caméra, moi-même, ça veut pas dire grand-chose. Moi-même, dans quel état de moi-même? Parce que moi-même n'existe pas comme ça. Moi-même est une multiplicité, si tu veux, d'archétypes de moi-même. Moi-même heureux n'est pas le même que moi-même triste. Les deux n'ont même pas le même physique, ne marchent pas de la même manière, ne se tiennent pas de la même façon. Moi-même possessif ou jaloux n'est pas le même que moi-même libéré. Je vais pas parler de la même manière. Moi-même en colère ou moi-même en méditation, c'est pas le même. Moi-même poète, moi-même politique, moi-même social, moi-même ci ou ça, n'ont rien à voir. Donc dans nos vies, on a eu des échecs amoureux, des rencontres, on a eu des rêves, on a été trahis, on a eu honte, on est passé par des deuils, par des pertes de gens qu'on aimait, par des envies de meurtre ou de suicide ou de colère. Donc, vous voyez, moi-même, en fait, c'est moi-même, oui, mon âme. Mais là, physiquement, le moi-même, il peut prendre énormément de personnalité, alors que je suis pas quelqu'un avec des complexités. Je suis pas un malade qui pourrait passer d'un état à un autre. Mais on est complexe. Donc en fait, quand on va travailler des personnages, c'est pas seulement les personnages, on va parler d'état émotionnel, d'état affectif, des personnages qui ne pensent pas forcément à la langue, mais plus à ce qu'ils ont envie de dire, à ce qu'ils ont envie de véhiculer. Et voilà, et on peut trouver des philosophes avec une langue très crue, et des gens qui vont parler avec une langue philosophique et qui ne disent absolument rien. C'est pas là où ça se passe. Donc moi, j'essaie d'avoir une langue charnelle et qui soit une langue pour jouer, une langue aussi pour les acteurs, pour transmettre, pour s'appuyer, pour surfer. Mon texte est une vague où ils peuvent poser leur surf. Il y a une question que j'aime bien poser à mes invités qui sont en fait... quelle est ta vision du monde et du temps ? C'est une question assez récurrente dans notre podcast. Waouh, ça c'est une grande question. Sur le temps, je dirais que il y a une multitude de temps possibles, mais qui sont complètement enchevêtrés. Je pense que le passé, présent et futur sont complètement enchevêtrés. Aussi bien au niveau de nos existences que de toutes les existences, de toute forme de vie possible, d'énergie, que ce soit les animaux, les plantes, la pierre, l'évolution. Dès qu'il y a quelque chose qui naît, qui va évoluer, qui va mourir, enfin voilà, il y a cette notion comme ça du temps. Je pense que quand tu prends 2 points
Tu prends un cercle, tu mets le nord et le sud. Voilà, t'as 2 points dans le cercle. Il y en a un qui est en retard, mais qui est en avance sur le même point. C'est-à-dire qu'au centre du cercle, sur 2 points, il y en a un qui peut être en avance, et le même peut être en retard sur le même point. Ça dépend comment tu prends le cercle. Si le temps n'existe pas, comme on pourrait affirmer certains scientifiques, où tout est lié. Si on avait un grand miroir qu'on posait, on verrait toute l'histoire du monde par les planètes au travers de ce grand miroir où le temps n'existerait plus. Bon, on va pas faire des thèses sur la vitesse de la lumière et sur tout ça. Ce que je trouve plus intéressant, c'est que si le temps n'existe pas, et on va faire, j'allais dire, un principe pythagoricien en cas de mort et de réincarnation, c'est-à-dire que si je meurs et que je me réincarne, c'est-à-dire que mon énergie ou mon âme se réincarnerait dans un autre corps, quel qu'il soit, je suis moi-même, en fait, dans ce process de ma propre réalisation. C'est-à-dire qu'il peut exister, si le temps n'existe pas, en admettant qu'il y ait une réincarnation et que les réincarnations nous permettent en fait de nous réaliser sur un autre plan, veut dire que puisque le temps n'existe pas, celui que je suis réalisé existe déjà sur un autre plan et a connaissance de ce que je suis là aujourd'hui puisqu'il est passé par là. Donc tu penses à des mondes parallèles en fait. Ils peuvent être parallèles, intérieurs ou extérieurs. D'accord. Ok. Puisqu'une âme, quand elle quitte un corps, il n'y a plus de notion de temps pour elle. Donc en admettant que, si elle se réincarne, elle peut aussi bien se réincarner au passé que dans un futur immédiat. C'est-à-dire que la chronologie... De toute façon, notre temps à nous, qu'on a essayé de décider, par exemple, sur 12 mois, dans certaines traditions, il y avait 13 mois... Il y avait le Serpentaire, Ophiuchus, qui était entre le 29 novembre et le 17 décembre. Si vous comptez les phalanges de vos mains, vous avez 14 phalanges à droite, 14 phalanges à gauche. 14 phalanges, c'est le cycle de la montée de la Lune sur 14 jours, la descente sur 14 jours. 28 jours, c'est le cycle des menstruations des femmes. Le temps c'était les femmes qui maîtrisaient en fait cette maîtrise du temps, puisque leur menstruation était égale en fait au cycle lunaire et que le cycle lunaire était le temps, la notion d'espace-temps. Donc la femme était à la fois celle qui donnait la vie, mais qui définissait aussi l'espace-temps. On voit comment les hommes ont essayé de casser ça. On va te faire 12 mois avec des 28 jours, des 29, des 30, des 31, avec des choses. Mais bon, si tu fais 13 fois 28, t'arrives à 364. Est-ce qu'il y a un mot ou une phrase qui a changé ta façon de voir la vie ? J'aime bien les 2 phrases que généralement je les signe avec mon roman Sfumato. C'est le hasard est une loi qui voyage incognito, et il n'y a pas de hasard sans cause. Mais une phrase qui m'a beaucoup travaillé, beaucoup. La plupart du temps, quand on fait du mal aux autres, on n'en a pas conscience. Et que souvent un geste, une attitude, un mot, un regard, un souffle, une chose peut blesser profondément les autres alors qu'on n'en a absolument pas conscience. Si on en a conscience, c'est qu'on fait œuvre de Shaitan. Enfin, si on veut faire le mal pour le mal, c'est autre chose. Mais la plupart du temps, quand on fait du mal, par exemple, souvent dans un couple, ou même à ses enfants, ou à sa famille, ou à ses amis, on n'en a pas conscience. Et dans l'aspect pythagoricien, c'est en fait le soir, au moment de s'endormir, de repenser en fait à toutes les choses qu'on a pu dire, à ces souffles, à ces mots, à ces choses. Et est-ce que le lendemain, est-ce que je peux les corriger avec les gens? Voilà, c'est d'avoir... On n'a pas conscience qu'on les blesse. Le soir, avant de s'endormir, d'essayer de repenser à notre journée, de dire ah tiens, il s'est passé cette chose-là, je comprends pas pourquoi l'autre a réagi comme ça. Et puis d'essayer de corriger en fait avec les gens qui nous entourent. Enfin voilà, ce serait une vision un peu de méditation en fait par le fait de se repasser le film en fait de ce qu'on a fait. Ça fera une deuxième routine. La première étant de compter les kiffs, comme Nicolas, un de nos invités, Nicolas Rossignol, qui nous dit que tous les soirs, il compte les kiffs de la journée. Qui est plutôt une belle façon de s'endormir.
Mais effectivement, tu as la routine de finalement de se faire une feuille de route pour le lendemain, quelque part, pour grandir et évoluer, est une jolie façon d'envisager le réveil. Il y a une chose que j'aime bien aussi, c'est une phrase que j'aime bien, qui m'a donné, que j'aime bien dire souvent. On rencontre des gens qui ont une vision scientifique des choses, sont souvent des cartésiens, bien que Descartes soit pas cartésien, mais d'avoir cette vision comme ça, un peu scientifique, de est-ce que la science l'a prouvé ou pas, et qui veulent toujours en fait comprendre d'une manière cartésienne. Je leur dis, mais en même temps, tu veux tout expliquer alors que la moitié de ta vie, tu dors. Et quand tu dors, tu ne maîtrises rien. Tu ne maîtrises pas si tu vas faire un rêve ou un cauchemar. Tu ne maîtrises pas les visions que tu vas avoir. Et le lendemain, quand tu te lèves, est-ce que tu maîtrises l'émotion de la personne avec qui tu partages ta vie? Et est-ce que tu maîtrises ta propre émotion et l'émotion de la personne qui est en face de toi? Donc on ne maîtrise pas grand-chose en fait dans la vie. Mais il y a une chose que j'aime dire et qui est aussi une phrase qui peut donner à penser. Si tu crois souvent... Les gens, souvent parfois athées, disent mais bon, après je sais qu'il y aura... Voilà. Si tu penses qu'après, une fois que tu vas mourir, qu'il y aura rien, il y aura rien. T'as raison. Mais si tu crois qu'il y aura tout, il y aura tout. C'est-à-dire que dans la même perception en fait du pouvoir de notre pensée est agissante avant, pendant et après. Merci sur ces jolis mots. Nous allons terminer l'interview et on te remercie d'avoir répondu à notre invitation. On remercie également Valérie Allègre de nous avoir mis en relation. On remercie toute l'équipe de Brief et Michael Winter qui a signé le générique du podcast. À bientôt, Xavier. Merci beaucoup. Merci. Vous avez écouté Les Petits Liens. Nous espérons que cet épisode vous a plu, vous a ému, fait rire, bref, qu'il vous a procuré du plaisir et l'envie d'écouter les suivants. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à partager cet épisode. Vous pouvez également nous mettre une bonne note et nous laisser vos commentaires auxquels nous ne manquerons pas de répondre.